C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers investisseurs, pour partager avec vous le bilan des cotations hebdomadaires au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Bienvenue à Business Matin Spécial Bourse. Encore une fois, je ne suis pas seul sur ce plateau. L'Audamas nous fait la joie de partager avec vous, chers investisseurs, le point des marchés financiers de la semaine écoulée allant du 3 au 7 décembre 2018. Merci à notre consultant maison d'être sur ce plateau. Je vous en prie, Daniel. Alors, sans plus tarder, quel bilan fait-on des indices principaux de la semaine écoulée ? Alors, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 159,68 à 160,22 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,34%. Le BRVM Composite s'est amélioré de 0,28% pour se retrouver à 166,95 points. Que nous disent les indices sectoriels ? Alors, en ce qui concerne les indices sectoriels, les investisseurs doivent retenir que le BRVM Industrie a chuté de 1,66%, le BRVM Service Public a baissé de 1,04%, le BRVM Finance a enregistré une évolution hebdomadaire de 1,81%, le BRVM Transport a fait preuve d'un repli de 1%, le BRVM Agriculture a progressé de 6,93%, le BRVM Distribution s'est amélioré de 0,09% et le BRVM Haut Secteur a chuté de 10,26%. Nous abordons à présent, chers investisseurs, le point des plus fortes variations de la semaine. Alors, l'Audamas, quelles sont les 4 plus fortes hausses de la semaine ? Alors, la plus importante progression de la semaine a été notée sur le titre SGBCI qui est passé de 7 000 à 8 265 francs CFA, soit une hausse de 18,07%. Le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire a clôturé à 505 francs CFA, soit une progression de 13,48%. La valeur SAPH Côte d'Ivoire est passée de 2850 à 3210 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 12,63%. Et on termine avec la valeur bancaire BOA Côte d'Ivoire qui est passée de 2295 à 2475 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,84%. Et qui parle de plus forte hausse de la semaine, parle également de plus forte baisse de la semaine. Qu'est-ce qu'on en retient ? Alors, la plus importante chute hebdomadaire a été enregistrée sur la valeur BOA Niger qui a terminé à 2500 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 13,79%. Le titre CETAO Côte d'Ivoire est passé de 195 à 175 francs CFA, soit une chute de 10,26%. La valeur SICABLE Côte d'Ivoire a achevé son parcours en affichant une cotation de 905 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 9,05%. Et le titre Total Côte d'Ivoire est passé de 1250 à 1150 francs CFA, soit une régression de 8%. Alors l'Audamas, il y a forcément des valeurs à surveiller cette semaine. Elles sont au nombre de combien et quelles sont-elles ? Alors cette semaine, nous allons commenter spécifiquement une seule valeur, en l'occurrence le titre PALMSI. Je vous écoute. Alors en ce qui concerne la performance boursière hebdomadaire dégagée par PALMSI, on retiendra que cette valeur agricole est passée de 1950 à 2040 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 4,62%. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2017, on remarque que le titre PALMSI affiche actuellement un taux de variation de moins 62,91%. Donc PALMSI est totalement dans le rouge. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a une information capitale que nous souhaitons partager. En fait, cette société a rendu public ses états financiers du troisième trimestre 2018. Et à l'analyse de ces documents, on se rend compte que
que le chiffre d'affaires de Palmsea a baissé de 28% pour se retrouver à 82,535 milliards de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires s'est affiché a été une perte de 3,143 milliards de francs CFA, alors qu'en septembre 2017, Palmsea dégageait beaucoup plus un bénéfice de 19,94 milliards de francs CFA. Donc, en ce qui concerne le résultat des activités ordinaires, on constate que Palmsea a fait preuve d'une chute extraordinaire de 116%. Alors, on va poursuivre avec le résultat net. Au terme du mois de septembre de l'année 2018, la société Palmsea a dégagé une perte de 3,166 milliards de francs CFA, alors qu'en septembre 2017, Palmsea brandissait un bénéfice de 14,93 milliards de francs CFA. Donc, en termes de performance, on se rend compte que le résultat net de Palmsea, le résultat net au terme du troisième trimestre 2018 a dégringolé de 121%. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse de performance dégagée par la société Palmsea? Tout de suite, il faut savoir que le prix de vente de l'huile de palme brute a baissé de 22%. D'accord. On a également enregistré une baisse de 7% au niveau de la production vendue en termes d'huile de palme brute. Et aussi, on a constaté une forte chute de 39% au niveau de la production d'huile de palmiste vendue. Vous comprenez, donc tout cela a causé un énorme préjudice à la société Palmsea. On va sortir de l'environnement immédiat de Palmsea pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'international. Donc, quand vous regardez un peu le marché international des matières premières, spécifiquement au niveau de l'huile de palme, on constate par exemple que les coûts de l'huile de palme sont totalement en baisse au niveau international. Okay? Et quand vous prenez également un pays comme la Malaisie, qui est un gros producteur d'huile de palme, vous constatez que ce pays, en fait, le volume d'huile de palme stocké au niveau de la Malaisie a vraiment pris de l'ampleur. Okay? Donc, on a actuellement une quantité importante d'huile de palme en Malaisie. Okay? Deuxième facteur, l'Union européenne qui consomme beaucoup d'huile de palme, donc l'Union européenne qui importe beaucoup d'huile de palme, on constate que depuis le mois de juillet, enfin sur la période allant du mois de juillet jusqu'en novembre, on a constaté une baisse des achats, une baisse des importations de l'huile de palme de la part justement de l'Union européenne. Et on termine avec l'Indonésie qui est un gros producteur également d'huile de palme. On constate que l'Indonésie a également un stock important en termes d'huile de palme, mais surtout les autorités gouvernementales indonésiennes ont pris des mesures spécifiques au niveau de l'exportation de l'huile de palme. En fait, les taux qui étaient appliqués auparavant sur les volumes exportés, c'est-à-dire les volumes d'huile de palme qui sortent de l'Indonésie, ces taux-là ont été revus à la baisse, ce qui fait que les exportateurs peuvent actuellement facilement exporter de l'huile de palme. Donc, ces exportateurs mettent beaucoup d'huile de palme actuellement au niveau du marché international parce que ces exportateurs-là, justement, ne payent plus de taxes importantes. Vous comprenez? L'Odamas, vous permettez, le constat, il est fait, c'est vraiment une baisse de beaucoup de chiffres au niveau de Palmsea. S'il y a des recommandations à faire, ça sera lesquelles? Alors, avant même de faire des recommandations, lorsque vous regardez, quand vous voulez faire une sorte d'analyse technique, quand vous regardez spécifiquement le graphique de Palmsea, quand vous mettez par exemple le RSI et le stochastique, quand vous mettez ces deux indicateurs ensemble, vous constatez qu'on est actuellement en zone de surachat. C'est-à-dire en laissant de côté tout ce qui est environnement macroéconomique, en laissant de côté l'aspect fondamental en matière d'analyse, on se rend compte que même au niveau technique, quand vous regardez de très près la courbe de Palmsea, au niveau technique, vous constatez qu'on est en zone de surachat, ce qui veut dire qu'il
il est fort probable qu'on puisse constater dans les jours qui viennent un prolongement du mouvement baissier actuellement perceptible sur la valeur Palm-C. OK? Donc, l'environnement économique, l'environnement macroéconomique nous donne d'anticiper des mouvements de baisse au niveau du titre Palm-C. Quand vous regardez au niveau de l'analyse technique, on anticipe également un prolongement de la baisse sur la valeur Palm-C. Donc, pour répondre à votre question, parlant de recommandations, nous pensons que tous ceux qui ont mis en portefeuille la valeur Palm-C pour l'application d'une stratégie spéculative, il est maintenant opportun pour ces personnes-là, pour ces investisseurs-là, donc, de sortir du marché, d'encaisser leur plus-value. D'accord. OK? Donc, voici ce que nous pouvons faire comme recommandation concrète et nous encourageons les investisseurs qui s'intéressent aux matières premières agricoles, notamment aux investisseurs qui ont en portefeuille les titres Palm-C. Nous les encourageons donc à suivre vraiment avec attention ce qui se passe à l'international, notamment l'évolution des cours mondiaux de l'huile de palme, l'évolution aussi de l'économie au niveau de la Malaisie, au niveau de l'Indonésie, etc. Parce que ce sont des facteurs qui ont une influence certaine sur l'évolution non seulement des cours mondiaux de l'huile de palme, mais également sur l'évolution de la trajectoire boursière de la société Palm-C. Merci. Voilà un peu le commentaire que nous pouvons faire. Chers investisseurs, mesdames et messieurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous poursuivons notre bilan, cette fois-ci pour parler de l'international. Quelles sont les cotations du marché des matières premières ? Alors, sur le marché international des matières premières, il faut retenir que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1246,80 $ l'once, soit une hausse de 2,19%. Le pétrole Brent est passé de 58,68 à 61,46 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 4,74%. Et on termine avec le pétrole WTI qui a achevé son parcours en affichant une cotation de 52,41 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 3,58%. Alors, Lodamas, la semaine dernière, vous promettiez aux différents investisseurs de revenir sur la question du fait que décembre soit un mois stratégique pour eux, les investisseurs. Exact. Pour quelle raison ? Alors, le mois de décembre est un mois très stratégique pour les investisseurs, notamment ceux qu'on appelle les investisseurs institutionnels. D'accord. Et donc, ces derniers pratiquent ce qu'on appelle le lissage de portefeuille. Et cette pratique a des impacts immédiats sur l'ensemble des marchés financiers, que ce soit au niveau de la BRVM, que ce soit au niveau des autres places boursières. Lorsque nous nous retrouvons en décembre, il y a beaucoup de mouvements sur les marchés et cela est très souvent engendré par des pratiques hautement techniques, parmi lesquelles on peut citer le lissage de portefeuille. Avant de parler de lissage de portefeuille, définissons plus ou moins l'investisseur institutionnel. D'accord. Comment définir l'investisseur institutionnel? L'investisseur institutionnel, en fait, est un investisseur professionnel. D'accord. Il y a, on dira, deux grandes catégories en matière... il y a deux grands types d'investisseurs. Il y a, par exemple, les particuliers. Vous, moi, les autres, les particuliers. On les appelle très souvent les petits porteurs. Okay. Donc, on a les petits porteurs. Et on a également une catégorie d'investisseurs qui se retrouvent dans des institutions financières. D'accord. Une catégorie d'investisseurs qui a beaucoup d'argent, qui gère... des portefeuilles importants, assez lourds. Ces investisseurs ont à leur disposition de fortes liquidités. Ces investisseurs ont également des équipements assez sophistiqués, qui leur permettent de mener des transactions assez pointues. Et c'est justement cette catégorie d'investisseurs qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Alors, un investisseur institutionnel est carrément différent d'un investisseur particulier. Oui. Par exemple, au niveau des banques commerciales,
le département de la trésorerie, par exemple, on a des trésoriers qui utilisent les excédents de trésorerie de la banque et qui cherchent à rentabiliser ces excédents de trésorerie sur les marchés financiers. Donc, ils font des allers-retours sur les marchés, notamment sur le marché des actions, afin de rentabiliser donc la trésorerie de la banque. Quand vous prenez les fonds communs de placement, on a à ce niveau également des traders qui cherchent à dégager des belles performances au niveau donc des fonds communs de placement ou bien ce qu'on appelle les SICAV. Et ces deux entités constituent ce qu'on appelle les OPCVM. Au-delà des OPCVM, on a également les compagnies d'assurance. Donc, les compagnies d'assurance, vous savez qu'elles gèrent beaucoup de liquidités. Et cette liquidité-là ne dort pas dans les compagnies d'assurance. Cette liquidité est rentabilisée sur les marchés financiers. Et donc, au niveau des compagnies d'assurance, on a également des investisseurs institutionnels. Au niveau des caisses de retraite, quand je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, à la CNPS, on a également des spécialistes qui sont chargés de rentabiliser sur les marchés financiers les revenus de la CNPS. Vous pourrez également trouver les investisseurs institutionnels au niveau des institutions de microfinance, au niveau même de certaines grosses multinationales. Il y a des trésoriers qui sont chargés de rentabiliser la trésorerie, les excédents de trésorerie de ces multinationales sur les marchés financiers. Au niveau également des fonds d'investissement qui se retrouvent qui sont basés en dehors même de l'espace UEMOA, des fonds d'investissement basés aux États-Unis, en Europe, etc. et qui ont la possibilité de mener des opérations de trading sur la BRVM. Ces fonds-là donc peuvent être considérés également comme des investisseurs institutionnels. Alors, donc vous parliez du fait que décembre soit un mois stratégique et dans votre développement, vous avez parlé de lissage. Alors, avant d'arriver au lissage, il faut savoir que tous ceux qui gèrent tous ceux qu'on peut classer dans la catégorie des investisseurs institutionnels, donc ceux qui gèrent les fonds des institutions financières, par exemple, à travers les marchés financiers, sont évalués en fin d'année. Comment ils sont évalués? À travers la performance dégagée par leur portefeuille. Vous comprenez? Donc, lorsque nous arrivons pratiquement en fin d'année, lorsque nous nous retrouvons dans le mois de décembre, les investisseurs institutionnels subissent beaucoup plus de pression parce que nous sommes au niveau du dernier virage qui leur permettra soit de faire du rattrapage au niveau de leur portefeuille ou bien soit de dégager des performances qui ne seront pas forcément intéressantes pour eux en tant qu'investisseurs institutionnels. Donc, s'ils veulent dégager de belles performances en fin d'année, ils ont intérêt à saisir le mois de décembre pour apporter au niveau de leur portefeuille tout ce qui est correction pour pouvoir dégager en fin d'année une performance intéressante. Donc concrètement, au niveau du mois de décembre, les investisseurs institutionnels retirent de leur portefeuille les titres qui sont moins performants, donc ils encaissent leur plus-value sur les lignes qui sont défaillantes, et cela provoque beaucoup de mouvements sur les marchés, notamment assez de mouvements de baisse sur les marchés. Quand beaucoup d'investisseurs institutionnels cèdent leurs titres massivement, on peut tout de suite constater une sorte de chute, une sorte d'avalanche profonde sur certaines valeurs. Donc, voici pourquoi très souvent au niveau du mois de décembre, on constate beaucoup de tensions sur les marchés parce que les investisseurs institutionnels cherchent à embellir leur portefeuille, d'où le terme de lissage du portefeuille. Lissage, à l'intérieur du mot lissage, on a le qualificatif lisse, rendre le portefeuille lisse, rendre le portefeuille joli, rendre le portefeuille très attrayant à travers de belles performances, d'où le terme de lissage de portefeuille. Les investisseurs anglophones parlent en termes de windows dressing. Vous comprenez? Voilà. Donc, en fait, voilà ce qu'on appelle en langage technique le lissage de portefeuille. Alors, lorsque l'investisseur institutionnel arrive à lisser effectivement son portefeuille, en fin d'année, le portefeuille va dégager une valeur, enfin une performance très intéressante. Et quand la performance est intéressante, le gérant en question peut avoir de la promotion au niveau de l'entreprise. Il peut avoir des bonus
ok, au niveau de l'entreprise. Et si c'est un fonds commun de placement, par exemple, à travers les belles performances dégagées par le portefeuille, le fonds commun de placement peut, j'ai envie de dire, maintenir la confiance de ses investisseurs, la confiance de ses souscripteurs. Et le fonds commun de placement, à travers ses belles performances, peut également capter de nouveaux investisseurs. Vous comprenez? D'où l'intérêt pour les investisseurs institutionnels de pratiquer le lissage du portefeuille afin de dégager des performances très intéressantes en fin d'année. Alors, les investisseurs institutionnels vont pratiquer ce qu'on appelle le lissage parce que justement, ils possèdent des portefeuilles lourds. Mais justement, on a bien envie de savoir ce que vont faire les petits porteurs. Justement, lorsque les investisseurs institutionnels pratiquent le lissage du portefeuille, il y a beaucoup de tensions sur le marché. Souvent, on observe de profondes baisses sur le marché et beaucoup de volatilité, c'est-à-dire les titres sont vraiment en mouvement sur le marché. Et en pareille circonstance, l'investisseur, le petit porteur, donc l'investisseur particulier, doit mettre en place une bonne stratégie pour ne pas voir son portefeuille, j'ai envie de dire, disparaître totalement. Pour vous, ça serait quoi la bonne stratégie? La bonne stratégie, on ne va pas la développer aujourd'hui. On ne va pas la développer aujourd'hui. Donc, nous donnons rendez-vous à tous les téléspectateurs à la prochaine émission et nous allons dire concrètement qu'est-ce que l'investisseur particulier, qu'est-ce que le petit porteur doit faire, quelle attitude donc il doit avoir lorsqu'il se retrouve au niveau du mois de décembre, afin de ne pas se laisser écraser par le phénomène du lissage de portefeuille. Investisseurs particuliers, vous êtes donc invités à suivre notre prochaine émission. Nous avons pris plaisir à présenter celle-ci et restez sur Business 24 Africa.